Bonjour chères étudiantes, chers étudiants, comme toujours, ravie et heureuse de vous rencontrer dans cette séance du droit commercial des sociétés. La séance précédente, on a vu une petite introduction sur le droit commercial des sociétés. On a vu ça veut dire quoi une société. On a fait une comparaison entre la société et les autres personnes morales telles groupements d'intérêts économiques, l'entreprise et aussi les associations. Dans cette séance, Inch'Allah, on va entamer ensemble, chers étudiants, chères étudiantes, le premier chapitre de notre cours qui est le contrat de société. Alors, comme j'ai déjà dit l'autre fois, on a 3 chapitres, le contrat de société, la personnalité morale et les typologies de société, les structures sociétaires. Aujourd'hui, on est dans le premier chapitre qui est le contrat de société. À son rôle, ce chapitre est divisé en 2. La première section, ça sera consacrée pour les règles communes à tous les contrats et la deuxième section, ça sera consacré pour les règles propres au contrat de société. La création d'une société signifie un accord de volonté entre différentes personnes. Cet accord de volonté est concrétisé par la signature d'un contrat. Il signifie aussi l'accomplissement d'un certain nombre de formalités. La plus importante, évidemment, c'est l'immatriculation au registre de commerce. De ce fait, la définition de la société commerciale passe par la détermination de contrat de société. Pour cela, on est amené à préciser ce que c'est un contrat de société, sa validité, puis la naissance de la personne morale de la société commerciale. L'article 982 du DOC définit le contrat de société comme un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent leurs biens ou leur travail, ou les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. De cet article, on peut déduire que la société est un contrat ou un acte juridique. Néanmoins, la constitution d'une société est subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités. La plus importante est bien évidemment l'immatriculation au registre de commerce. Je dis et j'insiste sur l'immatriculation au registre de commerce, et je la répète à plusieurs reprises, vu son importance. C'est l'acte de naissance, on veut dire, pour la société et pour la personne morale. Depuis la loi 13 février 1997, qui a institué la société à responsabilité limitée d'associés uniques. C'est une exception. La société peut découler d'un acte juridique unilatéral, mais le plus souvent, la société résulte d'un contrat. Il doit en premier lieu satisfaire aux conditions générales proposées par l'article 2 du Dahir des obligations et contrats et comporter les éléments spécifiques visés par l'article 982 de DOC déjà cité. À savoir, ces éléments spécifiques sont en nombre de 4. 1. La pluralité d'associés. 2. Les apports. 3. Le partage de bénéfices. Le 4e élément, c'est l'affection sociétatis qui a été ajoutée par la jurisprudence. Je vais donner une petite définition rapide, mais on va voir ça au fur et à mesure du cours. La pluralité d'associés, l'existence de ou plusieurs associés. L'exception, on a dit, de la salle associé unique. Les apports, soit en numéraire, c'est-à-dire le capital, en nature, c'est un bien, ou en industrie, c'est le savoir-faire. 3, c'est la recherche d'un bénéfice, bien évidemment la société a un but lucratif. À ces conditions spécifiques qu'on vient de dire, prévues par la loi, la jurisprudence a ajouté l'affection sociétatis, c'est-à-dire la volonté des associés de collaborer sur un même pied d'égalité. La première section, c'est les règles communes à tous les contrats.
Le Dahir des obligations et contrats impose un certain nombre de règles pour la formation d'un contrat. Son article 987 précise que la société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf le cas dans lequel la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque et qu'elle doit durer plus de 3 ans, le contrat doit être fait par écrit et enregistré en la forme déterminée par la loi. De ce fait, la validité du contrat suppose l'existence des conditions de fond indispensables pour sa formation, c'est-à-dire chaque contrat doit contenir ces éléments de fond qui sont le consentement, la capacité, 2 la capacité, 3 l'objet et la 4e condition c'est la cause. On va définir ça, chers étudiantes, chers étudiants. Le consentement. Le consentement est l'adhésion d'un associé aux propositions faites par l'autre ou les autres associés. Le consentement implique donc l'accord de volonté entre les associés. Le contrat de société ne doit pas être entaché d'un vice de consentement tel que l'erreur, la violence ou le dol. Ce qui est d'ailleurs confirmé par le Code civil qui exige que le consentement soit exempt de tout vice. Ainsi, une société peut être annulée en cas d'erreur, de vol ou de violence. Néanmoins, le véritable problème est celui de la sincérité de consentement, c'est-à-dire une personne a contracté alors qu'il n'avait pas l'intention de s'associer. La question se pose aussi quand une personne se présente comme associé apparent alors qu'il agit pour le compte d'un associé véritable qui préfère de rester dans l'ombre. L'associé apparent n'est alors qu'un prétenant d'associé véritable. Donc la deuxième condition, alors la première c'est, on a dit c'est le consentement, c'est-à-dire c'est l'adhésion, c'est l'accord des associés entre eux. Deuxième condition, c'est la capacité. Le DOC ne comporte pas de disposition spécifique quant à la capacité des associés, de sorte qu'il convient de se reporter au droit commun des contrats. En bref, ça veut dire quoi la capacité? La capacité juridique est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droit et à exercer ses droits elle-même. La capacité requise varie selon le type de société. Autrement dit, le régime et le critère de la capacité changent d'une forme de société à l'autre. Pourtant, les associés doivent avoir la capacité de s'engager. Il s'agira de la capacité, on parle ici de la capacité commerciale, notamment dans laquelle les associés ont la qualité de commerçant pour les sociétés de personnes. Et pour les sociétés, c'est la capacité civile qui est requise. Certaines personnes ne peuvent toutefois, en dépit de leur capacité, constituer une société entre elles. Elle en est ainsi du père et du fils soumis à la puissance paternelle, du tuteur ou du mineur jusqu'à la majorité de celui-ci. C'est-à-dire que la majorité est nécessaire dans la capacité juridique. Troisième condition, chers étudiants, c'est l'objet. L'objet de contrat de société est donné par l'article 982 du DOC, qui vise la mise en commun d'apports en vue de partager les bénéfices ou les économies qui pourront en résulter. Donc, l'objet de contrat de société est l'objet social, c'est-à-dire le type d'activité choisi par la société. Cet objet doit être licite, autrement dit, il ne doit pas être contraire à l'ordre
public et les bonnes mœurs. L'objet est obligatoirement précisé dans les statuts car la société ne pourra agir que dans le cadre de l'objet social initialement précisé dans le contrat. Il doit être aussi clair possible. Et licite, ça veut dire quoi ces trois notions? Clair, les formules généralement imprécises sont refusées. Exemple d'objet refusé, toute opération d'objet et de vente. Cette phrase elle est vague. Toute opération, il faut bien déterminer quelle est la nature de cette opération ou quelle est la nature de cette opération faite d'achat ou de vente. Licite, l'activité réelle de l'entreprise ne doit pas être contraire, qu'on vient de dire, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Exemple, le contrebande, cercle de jeu, blanchiment d'argent, la drogue, ce sont des opérations qui sont interdites et contredisent l'ordre public. Possible, c'est-à-dire l'objet doit être dans le commerce pour pouvoir être vendu, acheté et loué. Enfin, la résiliation ou l'extinction de l'objet social entraîne en principe la dissolution de la société. Le changement complet d'objet social équivaut à une cessation d'entreprise et création d'une nouvelle entreprise en matière fiscale. Donc l'objet, il est très important dans les conditions de formation de contrat. Quatrième condition, c'est la cause. La cause de contrat désigne le motif pour lequel deux ou plusieurs personnes ont décidé d'associer pour constituer la société. La cause est souvent confondue avec l'objet dans la mesure où la raison d'être de la société consiste à la réalisation de son objet. La cause est le motif ou la raison qui pousse les parties à contracter. Et comme l'objet, la cause, bien sûr, doit être possible, licite et réelle. Ça, c'est pour la première section. Ce sont les règles communes à tous les contrats. Pour la deuxième section, on va voir les règles propres au contrat de société. De la lecture toujours de l'article 982 de DOC, on peut dégager 4 éléments caractéristiques de contrat de société qui sont la pluralité d'associés, la mise en commun d'apports, la participation aux résultats de l'exploitation et le quatrième élément, c'est la volonté de collaborer. On va essayer ensemble, chers étudiantes, chers étudiants, de déterminer ces notions. La pluralité d'associés. L'article 982 du DOC précise que le contrat est conclu entre deux ou plusieurs personnes. Il faut donc la rencontre de deux ou plusieurs volontés, bien évidemment, pour la constitution d'une société. Toutefois, une exception à signaler et qui a été introduite par la loi 596 dans son article 44 qui dispose que la SARL est constituée par un ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. C'est-à-dire que la pluralité des associés est un élément constitutif important. La seule exception ici, c'est la société à responsabilité limitée, associée unique, là où on peut trouver un seul associé. Deuxième élément, c'est la mise en commun, d'apport. Il n'y a pas de société sans apport d'associés. Ces derniers doivent affecter un bien, un droit à la société en contrepartie de la remise des titres sociaux. En l'absence d'apport, bien sûr, la société est nulle. S'il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de société. À cet égard, on peut distinguer entre 3 catégories des apports. On vient de les citer tout à l'heure, mais ici, on va plus les détailler.
Les apports, chers étudiants, sont l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie. L'apport en numéraire, il s'agit d'un apport d'une somme d'argent apporté à la société numéraire, c'est-à-dire argent, c'est-à-dire un capital. Cet apport en numéraire ne doit pas être confondu avec le versement par un associé de somme au compte courant qui est un simple prêt constitué par un associé à la société. Pourtant, il faut distinguer entre la souscription et la libération de l'apport en numéraire. La souscription, l'associé s'engage à effectuer un apport d'un mandat déterminé, c'est-à-dire un engagement. Il s'engage à effectuer. Pourtant, la libération, l'associé exécute un engagement et verse la somme prise. Donc, la souscription, c'est un simple engagement. Pourtant, la libération, c'est le versement réel de la somme d'argent. Ici, il suffit que l'associé s'engage à effectuer un apport, c'est-à-dire la souscription, pour que la société soit formée, même si la libération de l'apport intervient ultérieurement. Autrement dit, pour la constitution de la société, la souscription qui est l'engagement nous suffit pour la création de la société. Et la libération, c'est-à-dire le versement effectif et réel de l'argent, peut se faire après et ultérieurement. Il y a un autre apport, c'est l'apport en nature. Il consiste en l'apport d'un bien. L'apport en numéraire, on a dit de l'argent, le capital. En nature, c'est un bien. Il peut être corporel, comme immeuble et matériel, ou incorporel, comme le fonds de commerce, le brevet d'invention, etc. Un bien est ainsi mis à la disposition de la société en lui transférant la propriété d'un bien, soit en lui conférant la jouissance de ces biens. Soit on met le bien pour la société, par exemple, des machines par exemple, ou des matériels, soit on la jouissance, par exemple, oui, dans un terrain pour l'exploitation, ou une usine, ou un fonds de commerce. Tout ça est appelé un apport en nature. Il y a le troisième apport qui est l'apport en industrie. Un associé peut apporter dans certaines sociétés non pas un bien et non pas une somme d'argent, c'est-à-dire un apport en numéraire, mais son industrie. Autrement dit, son expérience, son savoir-faire et son travail. L'apport consiste donc en l'existence d'une activité qui est rémunérée par l'attribution des droits sociaux. Ce type d'apport a un caractère temporaire. Il cesse avec l'arrêt de l'activité de l'apporteur. L'apport en industrie est interdit dans les sociétés par action. Il n'en est pas pris en compte pour la détermination du capital. Troisième élément, c'est la participation aux bénéfices et contribution aux pertes. Cet élément implique deux choses. D'une part, le but de la société est la réalisation d'un bénéfice. C'est évidemment parce qu'on constitue une société pour un but lucratif, c'est-à-dire pour réaliser des bénéfices. D'autre part, tous les associés se partagent les bénéfices et éventuellement les pertes. On ne partage pas seulement les bénéfices, mais aussi il y a les pertes. Si le but poursuivi est la réalisation d'un profit, c'est-à-dire d'un bénéfice, les pertes possibles constituent également une situation à prévoir. Il faut toujours mettre ça devant les yeux. Comme on peut bénéficier, on peut en même temps, de l'autre côté, on peut perdre. La part de chaque associé dans les pertes et les bénéfices est déterminée en fonction de sa
participation. Quatrième élément, c'est la volonté de collaborer dans un esprit sociétaire. C'est l'affectio societatis. Il vient d'où cette appellation ou cette nomination. L'affectio societatis est un mot latin qui désigne l'intention ou le sentiment d'être associé. Il s'agit donc de la volonté de collaborer à la réalisation de l'objectif déterminé à la naissance de la société. La validité de toute société est subordonnée à l'existence de cet élément de nature psychologique qui pousse les associés à collaborer pour la réussite du projet économique et la réalisation, bien sûr, des objectifs escomptés. Merci de votre attention, chers étudiantes, chères étudiantes. La séance prochaine, Inch'Allah, on va voir la personne morale et les typologies des sociétés, c'est-à-dire le deuxième chapitre. Merci de votre attention.